Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire un point sur l'ensemble des marchés. Vous le savez, on était en déplacement à Genève ce week-end, donc il n'y avait pas de matinale ce matin. Mais là, c'est parti, on va être ensemble pendant un bon petit moment, histoire de faire le point sur ce qui s'est passé ce week-end, ce qui s'est passé la semaine dernière, mais surtout ce qui va se passer cette semaine, comment on va pouvoir préparer au mieux cette semaine, profiter des opportunités qu'on va avoir cette semaine et un petit peu anticiper les différents mouvements qu'on pourrait avoir. L'objectif aussi va être de répondre à vos questions, à vos interrogations et de parler de sujets divers comme d'habitude. Vous le savez bien. Donc, comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord, mais surtout à utiliser les chats pour poser vos commentaires, vos questions. Et je ferai des petites pauses, vous le savez, pour y répondre de temps en temps. Hein. N'oubliez pas qu'il y a des phases explicatives et des phases où je réponds à vos questions. Donc voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui, les amis. Encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Donc voilà. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Pour le moment, un début de semaine haussier sur BTC, sur l'ensemble du marché crypto. Alors l'ensemble, non, pas totalement, pas exactement, puisque vous voyez quand même, du côté des alts, on a un marché qui est un petit peu plus hétérogène. BTC a pris plus 1,1%, mais reste largement dominant et concentre en fait les capitaux. Hein. On le voit très très bien. Ethereum, à lui tout seul, a beaucoup moins bien performé que Bitcoin. Et puis du côté des alts, comme je vous disais, c'est très hétérogène. On a eu des grosses performances de Litecoin, de l'IDO ou encore du GRT. Et de l'autre côté, on a vu d'autres alts davantage en difficulté, comme le DOT, ADA ou encore le CRO. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Par contre, si on regarde sur les 7 derniers jours, là c'est totalement homogène. Hein. On a un marché crypto qui a subi une grosse baisse, moins 3,7% pour BTC, et même chose du côté des altcoins qui ont été eux aussi en grande souffrance. On y reviendra un petit peu plus en détail au fur et à mesure du live et de la vidéo. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 50 aujourd'hui, voilà un petit peu dans la continuité de ce qu'on a ces derniers jours, donc un niveau de confiance neutre, contrairement aux dernières semaines où on avait davantage d'optimisme. C'est normal, le prix se stabilise, on n'a pas réussi à casser les niveaux importants, donc forcément le doute se réinstalle très vite, j'ai envie de vous dire, dans l'écosystème. Du côté des ratios long-short, on y reviendra un petit peu plus en détail là aussi tout à l'heure, mais on voit que les longs sont toujours en majorité sur le marché, et on verra que ça pourra avoir son lot de conséquences sur le comportement du prix de BTC dans les heures, les jours et potentiellement les semaines à venir. Alors, vous allez me dire, ok, bon, c'est bien beau Alex tout ça, mais nous on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, je vais vous le donner tout de suite, et puis après je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner tout de suite mon scénario, je vais vous donner tout de suite ce que j'attends et pourquoi en fait j'attends ces mouvements de marché. Là, c'est simple. On a, en fin de semaine, enfin milieu fin de semaine dernière, break les 27 000 $ par le bas. Pourquoi? Pour venir chercher tout simplement cette poche de liquidité que je vous montre et que je vous identifie depuis des semaines en vous disant « Ouais, on va finir par venir chercher ça ». La tendance à confirmer l'analyse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On est certes venu chercher cette poche de liquidité, on est venu récupérer la liquidité, mais hier soir, on a clôturé en daily et en weekly au-dessus des 27 000 $. Ce qui veut dire que le niveau des 26 500 n'a pas été cassé. Ça, je vous le répète très souvent, les amis. Mais pour confirmer une cassure d'un niveau, un retest d'un niveau, il faut une clôture. Weekly, daily, H4, en fonction de quelle confirmation on veut. Maintenant, là, on observe très clairement que sur du weekly, daily, le niveau des 26 500 $ n'a pas été cassé, puisqu'on a clôturé hier soir au-dessus de ce niveau-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui fait que, du coup, suite à cette prise de liquidité justement, je m'attends désormais à un BTC qui devrait se diriger d'ici mercredi, probablement, vers les 28 800 $. Et peut-être même un petit peu au-dessus. Et une fois qu'on aura récupéré tout ça, parce qu'on le verra tout à l'heure, mais en fait pourquoi on va revenir ici? Parce qu'il nous reste encore un petit peu de liquidité à revenir chercher. Une fois qu'on sera venu chercher tout ça, hop, on entamera une descente bien plus importante en direction des 22 000 $ avant, d'ici l'été. Ça, c'est le scénario. Je vous en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Mais là, en fait, il me manquait un dernier élément. C'était la clôture de hier soir. Si, dès hier soir, on avait clôturé en daily weekly sous les 26,5, alors je pense qu'on aurait très probablement directement chuté en direction des 22 000. Là, je pense qu'on va donc se servir de cette prise de liquidité pour revenir chercher justement la liquidité qu'on a vers les 28 000 $. D'accord? Alors là, on ne le voit pas très bien sur cette map de liquidité. Ne bougez pas, je vais vous en montrer une qui sera un petit peu plus complète et un petit peu pertinente au vu de la situation.
D'accord. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Avec celle-ci, ça sera beaucoup plus intéressant. Donc, en fait, pour moi, voilà, on va continuer. On va venir nettoyer tout ce qu'on a laissé au-dessus de nous. D'accord, donc entre 28,8 et 30. Et une fois que cela sera fait, eh bien, on viendra chercher la FVG qu'on a ici, 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 les déséquilibres de marché. Hein, je vous rappelle qu'il y en a beaucoup. Et puis, il y a toujours ce gap CME. Alors, là, je ne suis pas sur le bon graphe, mais je vous rappelle que sur Bitcoin, voilà, on a toujours toute cette liquidité, tous ces déséquilibres de marché, puis ce fameux gap CME qu'on a laissé ouvert depuis mi-mars. Je vous le rappelle, lors de la crise, lors j'allais dire de la démocratisation, non, mais lors de l'explosion au grand public, j'ai envie de dire, de la crise systémique bancaire, avec notamment les banques américaines qui ont été en difficulté. Donc voilà, ça, alors ça reste un scénario. C'est pour le moment, selon moi, le scénario qui a le plus de probabilité de se réaliser. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il va se réaliser avec certitude. Il y a toujours des éléments complémentaires qui vont venir s'ajouter à ce scénario technique, chartiste, de prix, qui vont potentiellement interférer justement là-dedans et potentiellement créer de nouveaux scénarios avec de nouvelles probabilités. Alors, dans la continuité justement de ces fameux scénarios et de ces fameuses probabilités, certains me demandaient fin de semaine dernière, oui mais du coup tu dis que retour à 22 000 $ et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que comment dire, le scénario d'un retour aux 14 000 $ est toujours valable? Ok. Alors oui, il est toujours valable en fait le scénario d'un retour à 14 000 $. C'est juste qu'aujourd'hui, et au vu de ce qui s'est passé sur BTC les derniers mois, les dernières semaines et les derniers mois, eh bien ce scénario a perdu en probabilité. Et là, on est plutôt du coup sur un scénario de réaction aux alentours des 22 000 $, tout simplement. Donc voilà. Alors pour ceux qui demandent, j'ai vu GG que tu as posé la question, c'est une question très pertinente sur qu'est-ce que c'est un gap CME. Et bien en fait un gap c'est, si je le dis très vulgairement, c'est un trou. C'est un déséquilibre de marché. On en observe très régulièrement, notamment lorsqu'on a des fortes périodes de volatilité. En fait, le prix monte tellement vite qu'on a des ouvertures de bougies qui se font bien éloignées de la bougie précédente. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est concrètement le gap CME? Et bien en fait, ce gap CME, il vient tout simplement de l'introduction du Bitcoin dans la bourse de Chicago. En fait, tout simplement. Bitcoin a été intégré à la bourse de Chicago. Donc le Chicago Mercantile Exchange, CME. C'est en gros le plus gros exchange. C'est pas la bourse de Chicago, non, je me suis mal exprimé. C'est en gros le plus gros exchange au monde de produits dérivés qui ont introduit BTC. Et du coup, bah voilà, c'est comme si tu regardes BTC, tu le regardes sur Binance, ou tu peux le regarder sur Bitget, ou tu peux le regarder sur d'autres exchanges tout simplement. Et là, on a observé, lors du début de la crise systémique bancaire au mois de mars dernier, au mi-mars dernier, que sur le Chicago Mercantile Exchange, eh bien, il y avait eu un gap daily sur Bitcoin, tout simplement. C'est pas le seul, hein, d'ailleurs, hein, il y en a eu d'autres, hein, il y en a même très régulièrement qui peuvent être mis en place, qui peuvent être créés, tout simplement. Donc voilà, alors pour ceux qui demandent après pourquoi en fait BTC a été ajouté à cet exchange, c'est tout simplement une demande institutionnelle, hein, principalement les professionnels de la finance qui ont demandé ça. Hein. C'est comme quand on a vu et quand on a observé l'introduction de certains ETF Bitcoin dans la finance en fait. Tout simplement. C'est un écart entre clôture et ouverture entre deux bougies, il n'existe pas sur les cryptos car elles se traitent 24 heures. Voilà. C'est pour ça que, en fait, alors si il peut en exister par exemple sur du M1, on a des gaps M1 des fois quand on a de très forte volatilité, mais sinon voilà, on va pas avoir de vrais gaps entre guillemets, à part les gaps CME sur Bitcoin, parce que Bitcoin est introduit justement dans cet exchange. Par exemple, tu peux pas avoir un gap CME sur Ethereum, d'accord ? Voilà, après c'est un sujet qui est très intéressant, si vous voulez on pourra le développer un petit peu plus. Bref, donc pour revenir à ce que je disais, le scénario des 14 000 $ est toujours envisageable. Encore une fois, c'est juste qu'il a perdu en probabilité, mais pour le moment, celui qui est préférentiel, c'est celui-là à court terme. Et donc sur du plus long terme, je vais vous montrer aussi mon scénario qui est sur un petit peu plus de temps. C'est tout simple. En gros, alors attendez, je me mets sur du daily, voilà. L'idée, moi, que je me fais, c'est, alors ça dépendra encore une fois de plein d'autres éléments, hein, mais pour le moment, l'idée, donc on a dit c'est ça. C'est ensuite un retour vers les 22, voire en réalité, ça sera plutôt les 20 000 $. Ensuite, je m'attends au cours de l'été 2023 à une stabilisation de BTC, justement entre les 20 000 et les 22 000, peut-être un petit peu plus haut, d'accord? Peut-être que ça sera entre 23 jusqu'à 23 000. Ensuite, septembre, on pourrait potentiellement assister à un pivot de la Fed, d'accord? Pivot de la Fed qui pourrait profiter justement à BTC et lui permettre de break. Alors attendez, je vais refaire, mais qui pourrait lui permettre peut-être
au mois de septembre de venir chercher les 30 000 $. D'accord? On aurait selon moi à ce moment-là une stabilisation sur la fin d'année 2023 aux alentours des 30 000 $. Et à partir du printemps 2024, on pourrait assister à la création d'une nouvelle jambe haussière avec notamment l'arrivée du halving au mois d'avril qui pourrait nous lancer et potentiellement nous amener vers un nouvel ATH. Alors là, évidemment, c'est un scénario à beaucoup plus long terme. Donc évidemment, c'est un scénario qui est beaucoup plus aléatoire, qui est beaucoup moins précis et qui est beaucoup plus... qui est beaucoup plus improbable en fait tout simplement, mais dans l'idée c'est quelque chose comme ça que j'aimerais voir et que je pense qu'on devrait voir. Maintenant encore une fois ça dépend de plein d'éléments et l'élément principal ça sera justement ce fameux pivot de la Fed. On a des estimations, on a des rumeurs qui nous disent que potentiellement la Fed pourrait pivoter à partir du mois de septembre prochain, mais d'un autre côté quand on observe les dires de Powell et d'autres membres du FOMC, on voit bien que l'objectif des 2% d'inflation est encore très loin et que pour arriver justement à cet objectif, eh ben, il va y avoir potentiellement de nouvelles politiques monétaires de hausse des taux d'intérêt directeurs pour justement réaliser tout ça. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. En tout cas, je précise bien que tout ça n'est pas du conseil en investissement, ça reste des scénarios, ça reste des probabilités, donc rien de sûr. Alors je vais checker un petit peu vos autres questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite, notamment sur Ether, et puis après on ira sur le marché action, sur le marché Forex, sur le marché des matières premières, sur les indices, etc. etc. En tout cas, bienvenue et merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous passez un bon début de semaine. Pourquoi quand je vais envoyer du BTC, les frais coûtent vraiment trop cher et dépassent le montant? Ça dépend de quel blockchain, de quel réseau tu utilises. Effectivement, par exemple, si tu utilises le réseau ERC20, donc d'Ethereum, tu vas probablement te retrouver face à des frais, notamment en ce moment, assez importants. Donc je t'invite plutôt à utiliser des blockchains comme Polygon ou encore Tron qui vont être beaucoup moins coûteuses. Le BTC à 22K, je mets ma maison dessus, mais vraiment impossible qu'il retourne ce prix par la suite. Une fois, effectivement, là, je considère que si d'ici le prochain halving, on retourne à 22K, effectivement, je ne pense pas qu'on y reviendra une autre fois un jour. Le gap CME, du coup, on a expliqué tout à l'heure. Oui, bien sûr, Juan, je t'invite à venir dans le serveur Discord, tu as le lien dans la bio. On est en train de finir une ending diagonale, donc pour moi 27 750 max, après on retourne aux 25 000. J'ai à peu près le même scénario après, je ne sais pas sur quelle unité de temps justement tu faisais cette analyse user 66, mais globalement je suis plutôt d'accord avec toi, même si en termes de prix et précision, j'ai pas exactement les mêmes zones c'est pas exactement les mêmes zones que je surveille. Offrez-vous des formations s'il vous plaît. On propose de l'accompagnement personnalisé pour ceux qui le souhaitent effectivement dans notre serveur Discord ou sur le site internet. Encore une fois, tu as tous les liens dans la bio. Du coup, toi, t'attends d'abord un pullback pour BTC et Ethereum avant de long. Alors là, c'est pas un pullback parce que justement, moi, j'attends plutôt à ce que BTC vienne chercher en haut pour ensuite repartir en bas. Donc moi, j'étais en short pour ceux qui me suivent, vous le savez. Les semaines précédentes, du coup, j'étais en short. Là, fin de semaine dernière, j'ai clôturé mes positions. Alors, un petit peu tôt, mais j'ai respecté mon plan. J'ai clôturé mes positions. Là, je suis re-rentré en long sur certaines positions jusqu'à ce que Bitcoin vienne chercher les 28 800. Et à ce moment-là, je re-rentrerai en short avec pour objectif de venir chercher plutôt en direction des 22. Maintenant, c'est encore une fois, pas du conseil d'investissement. Encore une fois, ça va dépendre de comment va se comporter le prix à ce moment-là, puisque peut-être qu'entre temps on va avoir un autre élément qui va me faire changer tout à fait, totalement mes plans, mais pour le moment effectivement c'est quelque chose comme ça. Les frais pour sortir l'exchange sont ouf sur Bittrex, tu sais pourquoi? Non, ça encore une fois ça dépend quelle blockchain tu utilises Léo, et puis après Bittrex je connais pas du tout leur programme de frais, donc je pourrais pas répondre précisément, enfin en tout cas pas plus précisément que ça à ta question. Ethereum va revenir à la barre des 1900 $ prochainement. Ça dépend à court, moyen ou long terme, pas de chaud, mais effectivement, c'est quelque chose de totalement envisageable. Vous faites scalping ce soir. Alors non, ce soir, pas de scalping. Là, le but, c'est de vraiment faire un point sur les marchés en ce début de semaine, vu que je n'étais pas là ce matin, pour la semaine, et préparer un petit peu, effectivement, les différents scénarios qui vont s'offrir à nous. Ah ok, j'avais pas compris, du coup, tu vois BTC baissier et non haussier. Haussier à court terme, baissier à moyen terme, et évidemment, haussier à très long terme, mais... Pour le moment, comme je disais depuis tout à l'heure, je vois BTC remonter vers les 28,8, potentiellement même un petit peu plus haut, et ensuite repartir vers le bas à 22 000, tout simplement. Encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement, et c'est pas parce que je vous dis ça que ça va se passer avec certitude, donc ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais et ce que je montre. Alors, on va désormais aller voir du côté d'Ethereum. Là, la situation est un petit peu différente. Pour ceux qui regardent un petit peu ce que j'envoie dans le Discord, je vous ai parlé potentiellement tout à l'heure de l'idée de me repositionner en short sur Ethereum. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est revenu tester cette résistance, ce support qui est devenu résistance aux alentours des 1830 $. Alors,
J'ai bien dit que c'était une idée de trade et non pas une position que je venais de prendre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça serait intéressant ici de se positionner sur Ethereum. Mais le problème, c'est que c'est pas cohérent avec le scénario, justement, que je vous ai présenté juste avant sur Bitcoin. Pourquoi? Parce que Bitcoin, lui, je le vois aller un petit peu plus haut. Et de toute façon, Ethereum, ça serait plutôt cohérent aussi qu'il revienne un petit peu plus haut, puisque tout simplement, il nous reste de la liquidité à revenir chercher. Donc là, l'idée, c'est que je pense prendre un trade sensiblement similaire à celui que j'avais pris ici, avec une prise de position entre les 618 et les 50% de Fibo. En fait, venir chercher le reste de la FVG qu'on n'est pas venu combler à ces niveaux-là. D'accord? Donc plutôt ici sur les 50% de Fibo. Un SL au-dessus de la structure ici, donc de l'autre résistance, puisque s'il y a breakout derrière, le scénario est annulé. Et puis là, un SL qu'on pourra venir mettre bien plus bas, et ce qui nous permettra d'avoir un très très beau ratio risque-récompense. Ça, c'est un premier élément que je voulais vous présenter. Après, du côté des alts, j'ai envie de vous dire, pour le moment, je vous avoue, il n'y a pas forcément de nouvelles prises de position. Vous savez que la semaine dernière, on a pris de très très beaux trades sur des YDX, sur XRP, etc., etc. Pour le moment, il n'y a pas eu de nouvelles prises de position sur les alts. La seule crypto, le seul token que j'ai à nouveau tradé hors BTC et Ethereum, c'est le Capo. Alors là, attention, c'est vraiment du high level risk. D'accord? C'est vraiment très très risqué de se positionner sur ce genre de token. Je ne vous recommande absolument pas de le faire. C'est un énorme shitcoin. Mais vous le savez, en ce moment, les shitcoins sont plutôt mis en avant. Et c'est surtout, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les shitcoins, il y a des flux de capitaux, il y a des volumes sur les shitcoins. Donc, c'est extrêmement risqué. C'est quelque chose que je n'apprécie pas particulièrement. Mais il faut saisir les opportunités qu'il y a. Et en ce moment, elles sont ici. Donc, en plus de ça, le Capo, j'ai fait une petite analyse fondamentale. Fondamentale. On ne peut pas parler de fondamentaux pour ce genre de token, mais j'ai fait un petit peu mes recherches. Il y a des trucs qui peuvent permettre au prix d'aller plus. Mais, je précise bien que c'est une position que j'ai prise en spot, donc sans effet de levier, avec un plan très précis, avec une entrée très maîtrisée, puisque le but, c'est pas de mettre sa maison sur ce genre de token. L'idée, elle est simple, c'est que j'ai acheté en spot avec pour objectif de venir chercher des targets entre l'ATH et les 50 centimes minimum. Par contre, si on repasse à un moment sous ce support, je sortirai de ma position. Je précise encore une fois que c'est une position spot sans effet de levier. Donc là, c'est pas vraiment du trading comme j'ai l'habitude d'en faire. C'est extrêmement risqué. C'est un petit peu pas un coup de poker parce qu'il y a un plan, il y a une stratégie sur cette prise de position et il y a une idée derrière. Mais là, c'est voilà, encore une fois du très très haut niveau de risque. Donc voilà, c'est vraiment propre à moi-même, c'est vraiment personnel cette prise de position. Je vous dis ce que j'ai fait, d'accord? Par souci de transparence et aussi pour potentiellement, si ça marche ou si ça marche pas, vous faire un retour et un débrief sur mon plan, sur ma position, etc. Mais vraiment, je ne vous recommande absolument pas. Alors, si vous avez l'habitude, par exemple, de mettre des petits capitaux de temps en temps sur des investissements exotiques et que ça fait partie de votre stratégie globale, c'est envisageable. Mais encore une fois, je ne recommande absolument pas. Donc voilà, si jamais vous voulez en parler davantage, on pourra. Je vais faire un petit tour rapide sur le Cocos. Pourquoi? Parce que le Cocos, tout simplement, ce week-end, on était avec toute l'équipe Blockchain Capital. Et Mathéo s'est fait plaisir de ouf sur le Cocos. Alors je sais plus exactement où il est rentré, mais genre c'était quelque part par là. Genre vraiment, il a réussi Pixel. Ouais, je crois que c'était ça, c'était vendredi ou un truc comme ça. Il a réussi vraiment à rentrer Pixel sur le Cocos. Donc là, il est en train de se régaler. Alors je sais qu'il était rentré sur le Space ID aussi. Je vais vous montrer, mais je crois qu'il avait une super entrée aussi sur le Space ID fin de semaine dernière. Donc voilà, ça c'est les petites positions qui ont été prises par les membres de l'équipe Blockchain Capital. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Encore une fois, c'est pas du conseil d'investissement les gars, faites très attention. Alors, je vais reprendre un petit peu vos questions, et puis après on va aller sur les marchés financiers traditionnels, parce qu'il y a quand même des petites choses intéressantes à dire. On fera aussi un point sur le calendrier macroéconomique de la semaine, parce qu'il y a quand même des petits catalyseurs qui vont être intéressants à surveiller. Et puis je vous ferai aussi un point sur le planning live de la semaine chez Blockchain Capital, parce que vous allez avoir du contenu cette semaine. Donc voilà, bonjour Mystique. C'est sur toutes les blockchains, tu peux ressortir, les frais sont aberrants. J'ai pas compris ton message Léo. Il y a des annonces cette semaine. Ouais, on va en parler juste après, Ayo. On va en parler juste après, justement. Salut Cogno. Donc voilà. Alors, je vais peut-être commencer d'ailleurs par ça.
Je vais peut-être commencer vite fait par un petit point sur le calendrier macroéconomique de la semaine avec les différents catalyseurs qu'il faut avoir en tête. Alors aujourd'hui, on n'a pas eu grand chose sauf l'indice manufacturier de la fête de New York, d'accord, avec un résultat catastrophique puisqu'on avait des estimations qui tablaient plutôt sur un indice à moins 3,7. On a eu moins 31,8. Donc là, ça sent vraiment pas bon. Je reviendrai un petit peu demain sur la nature de ce résultat macroéconomique et sur l'interprétation qu'on peut en faire. Là, en fin de journée aux États-Unis. Alors pourquoi je suis. Attendez, je vais juste refresh histoire d'avoir les bonnes infos sous les yeux. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un petit souci. Donc cet après-midi, aux États-Unis, on a eu en fait un certain nombre de discours de membres du FOMC. D'accord. Donc ça, effectivement, on en reparlera demain. Mais globalement, c'était une journée plutôt calme. D'accord. À partir de demain, on va commencer à avoir des choses un petit peu plus intéressantes. Le taux de chômage en Chine, pour ceux qui traitent la session asiatique. Le chômage aussi au Royaume-Uni. D'accord. Le taux de chômage au Royaume-Uni qui sera intéressant à surveiller dès demain matin pour ceux qui traitent la session de Londres. À 11 h, on aura les résultats du PIB de l'Union Européenne. Donc là aussi, des résultats qui pourraient être intéressants, je pense notamment pour le CAC, d'accord, ou certaines banques et entreprises européennes. Demain après-midi, on aura les ventes au détail principales, donc là aux États-Unis à 14 h 30, qui sera là un résultat très intéressant à surveiller et qui pourrait créer pas mal de volatilité. Dans le même temps, on aura les résultats d'inflation au Canada. Là, pour ceux qui traitent le forex, c'est effectivement quelque chose qu'il va falloir surveiller. Et en fin de journée, à 16 h, en milieu d'après-midi, on aura un discours de Christine Lagarde. Donc vous voyez que dès demain, on va avoir une journée déjà bien remplie, avec peut-être pas mal de volatilité. Mercredi, journée aussi très intéressante, avec le résultat du PIB au Japon. Pour ceux, encore une fois, qui traitent la session asiatique. À 11 h, les résultats d'inflation, cette fois-ci en Union Européenne. Mais là où ça va nous intéresser, ça va être les permis de construire à 14 h 30 aux États-Unis, puisque, encore une fois, dans un contexte actuel de potentielle récession, l'immobilier va être un vecteur très important et très important à surveiller, surtout. Et on aura aussi, comme d'habitude, à 16 h 30 les stocks de pétrole brut. Pour ceux qui traitent les matières premières, ça pourrait être un élément à ne pas manquer. Jeudi, là aussi, et encore une journée très importante. Je vous l'ai dit, on a une semaine bien remplie. Ça sera surtout jeudi après-midi qu'il faudra être très prudent avec, comme d'habitude, les inscriptions hebdomadaires au chômage, vous le savez, mais surtout l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Là, c'est vraiment un résultat qui est très attendu régulièrement aux États-Unis. Et évidemment, qui pourrait créer pas mal de volatilité. On aura aussi à 16 h, une heure et demie plus tard, les ventes de logements existants, dans un contexte, comme je vous le disais juste avant pour les permis de construire, qui sera très important à surveiller. Et enfin, vendredi les amis, on aura encore une journée bien remplie avec notamment à 17 h un discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui là devrait nous balancer des petites infos très importantes qui pourraient créer énormément de volatilité sur les marchés. Donc jusqu'au bout du bout, on aura une semaine qui sera très volatile. Et puis sans oublier un autre discours de notre chère Christine Lagarde à 21 h vendredi, en même temps que les positions nettes spéculatives sur les matières premières, les indices boursiers aux États-Unis. Voilà un petit peu le programme macroéconomique du coup de la semaine et les choses à ne pas rater. Évidemment, ça va créer de la volatilité sur les cryptos, mais ça va évidemment aussi créer de la volatilité sur les indices financiers, sur les marchés financiers traditionnels, et notamment sur notre cher DXY qui pour le moment réagit extrêmement bien sur son support technique. Et ce support technique, c'est évidemment un petit peu quelque chose que nous, on aimerait breakout vers le bas. Pourquoi? Parce que qui dit un DXY qui baisse, je vous le rappelle, dit l'or, les matières premières, les cryptos ou encore les indices boursiers qui seraient plutôt haussiers. Et là, pour le moment, ça sent pas très bon et on pourrait potentiellement envisager un retour vers les 105, 106 points pour le DXY. Alors attention, rien n'est joué, encore une fois, en fonction de ce qui va se passer cette semaine, on pourrait assister à des retournements de situation. Donc il va falloir être très attentif, mais pour le moment, on a une réaction haussière, un rebond technique haussier sur le DXY, sur son support daily. Évidemment, on va surveiller aussi Nasdaq et S&P 500. Nasdaq et S&P 500 qui ont été un petit peu bizarres cette semaine, puisqu'on a observé des divergences de comportement entre ces deux-là, contrairement où d'habitude, on a plutôt des deux indices qui se suivent un petit peu à la lettre. Là, ça a été totalement différent. On a un Nasdaq qui performe bien, d'ailleurs ça tombe bien puisqu'on s'est positionné dessus en long, d'accord, avec deux objectifs. Le premier aux alentours des 13 700 points et le deuxième aux alentours des 15 200 points. Et d'un autre côté, on a S&P 500 qui lui a été davantage en difficulté, un nouveau rejet sur sa résistance intermédiaire des 4160 points et puis une latéralisation ensuite qui l'a empêché justement d'aller chercher un breakout haussier comme l'a fait Nasdaq. Donc ça va être évidemment quelque chose sur lequel il va falloir être très attentif parce que cette divergence justement de comportement entre les deux indices principaux aux États-Unis sont quand même assez, comment dire, m'interpelle. En tout cas, cette divergence m'interpelle et me fait poser un certain nombre de questions.
Donc voilà pour les indices américains. Du côté des indices européens, moi je regarde essentiellement le CAC sur lequel on s'est positionné en short. Pour le moment, voilà, légère réaction sur le support, c'est logique, mais je me fais pas de soucis quant à la continuation baissière de l'indice français au fur et à mesure des semaines. Faut savoir que vraiment là c'est une position moyen terme qu'on va laisser probablement courir un bon petit moment. Voilà pour les indices. Du côté des matières premières, on va essentiellement se concentrer sur le gold, vous le savez, puisque c'est un petit peu le seul actif que je regarde. Toujours un petit peu la même idée, toujours un petit peu le même scénario et toujours cette confrontation entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale macro, puisqu'on a d'un point de vue technique énormément de liquidité, énormément de choses à revenir chercher sur le bas du côté de l'or, mais d'un autre côté on a toujours cette macroéconomie et ce fondamental sur l'or qui tend à le faire monter et potentiellement à démarrer un nouveau bull run sur l'or. Donc il faut être extrêmement prudent, je le répète depuis une semaine, mais je ne prends pas de position intraday, voire même swing sur l'or en ce moment. Je me concentre essentiellement sur du scalp, étant donné la situation actuelle. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire de ce point de vue-là. Et du côté du marché Forex, globalement pas grand-chose de nouveau, à part qu'on est en train de se régaler sur l'euro USD. Alors là vraiment, ça fait depuis le mois d'avril, depuis mi-avril, donc ça fait plus d'un mois qu'on est rentré en position, ça fait plus d'un mois que tous les jours, je vous dis ce que je fais, je vous dis qu'on est dans ces positions, il y a eu plein d'occasions de re-rentrer. Parce que là, il y a eu une première entrée. Il y a eu une deuxième entrée, il y a eu une troisième entrée, il y a eu une quatrième entrée, et il y en a même eu une cinquième ici la semaine dernière que je vous ai présentée. Donc là, si vous n'avez pas saisi l'opportunité, c'est que vous ne le vouliez pas. Alors évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, mais vous voyez que quand même, là, la tendance a totalement confirmé nos deux analyses et nous permettre de réaliser des bénéfices extraordinaires. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes rentré sur ces positions, à prendre des profits partiels et à remonter vos stop-loss au prix d'entrée, en cas de retournement de situation brutale, comme on le disait juste avant en regardant le DXY. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Sinon, pas grand-chose pour le moment, et c'est vraiment à partir de demain qu'on devrait rentrer dans les positions un petit peu plus importantes. Je vous laisse aller voir aussi les positions que Cab, l'autre Mathéo, a pu vous partager aujourd'hui sur le Discord. Je crois qu'aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, il y a déjà eu plus 11% de réalisé en termes de bénéfices dans le VIP. Donc je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse, les amis. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va naviguer sur d'autres sujets, sur d'autres choses intéressantes que j'ai à vous dire en ce début de semaine. Je suis ok avec ton plan sur BTC, mais justement je le trouve presque la charte trop lisible, ce qui me laisse perplexe. C'est effectivement un très bon argument d'Aki. C'est que la charte, mais globalement c'est quelque chose qu'on peut identifier depuis une semaine, 2 semaines. La charte de BTC est très facilement lisible en ce moment. En tout cas personnellement, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais personnellement, j'ai eu énormément de facilité à comprendre, appréhender, interpréter et donc exécuter les positions sur Bitcoin dernièrement. Alors évidemment, c'est pas du hasard, mais effectivement, si on regarde un petit peu la liquidité, si on regarde les mouvements, on retrouve des schémas et des patterns. Alors, quand je dis patterns, c'est des configurations de prix, des setups, voilà, c'est plutôt le terme que je voulais employer, très intéressant sur Bitcoin et plutôt lisible. Le problème, c'est que quand tout le monde arrive à voir la même chose, et donc que tout le monde fait la même chose, et ben c'est généralement là qu'il se passe l'inverse. Moi, ce qui me fait aussi confirmer cette analyse, c'est que malgré la baisse qu'on a eue ces derniers jours, les longues, on le voit, n'ont pas abdiqué. On l'observe très clairement lorsqu'on regarde les funding rates, d'accord. Les longues n'ont pas, et l'open interest notamment, les longues n'ont pas abdiqué. C'est-à-dire que malgré la baisse, on a encore énormément de positions en long. Donc l'idée, c'est de faire un dernier pump pour récupérer un petit peu de liquidité, et après de venir liquider une dernière fois tous ces longues, et d'en terminer avec cette histoire. Perso, le USD, là, je le vois rebondir pour aller en haut maintenant en H1. Alors, effectivement, il y a une petite réaction. Elle est logique puisqu'on est arrivé sur un support technique. Mais en réalité, je pense qu'on va partir sur de la continuation baissière. T'es en quelle unité de temps? J'ai un petit peu varié. Ça dépendait de quels actifs SDT. Comment savoir la liquidité qui reste? Alors, il y a certaines méthodes d'analyse technique qui te permettent de l'identifier. Je pense notamment à ICT. Mais sinon, tu peux directement utiliser des plateformes comme The Kingfisher ou encore Trading Light qui vont te permettre d'observer des maps de liquidité avec les zones importantes à surveiller. Le gold, je viens de l'analyser, Joshua. Tac, 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 je reprends vos questions. Comment s'informer sur les annonces qui sont à venir et qui peuvent toucher le marché crypto? Investing.com et Forex Factory sont les 2 sites que je vous recommande principalement en termes de lecture de résultats. En vrai, le trading, c'est d'avoir le maximum d'indices et de confirmations et d'exécuter l'ordre. Alors effectivement, c'est une bonne remarque. Alors, il ne suffit pas uniquement d'avoir une accumulation d'indicateurs, mais c'est en fait tout simplement d'avoir un plan, une stratégie, des indicateurs effectivement quels qu'ils soient qui vont confirmer votre analyse et surtout d'avoir une bonne exécution. Parce qu'en trading, une bonne idée avec une mauvaise exécution, ça ne sert à rien et ça ne rapporte rien. C'est-à-dire que si vous êtes un très bon analyste
et que vous comprenez exactement ce que fait le marché. Mais si derrière, vous n'avez pas de plan, pas de stratégie, vous n'avez pas une bonne exécution de votre idée, ça ne servira à rien et vous serez perdant. Comment tu analyses le fondamental? Alors, ça dépend. Il y a deux types de fondamentaux. Est-ce que tu parles des fondamentaux intrinsèques au projet crypto? Dans ce cas-là, moi, je ne vais pas trop en faire et c'est plutôt Théo de l'équipe Blockchain Capital qui va s'en occuper. Si tu parles des fondamentaux un petit peu plus macroéconomiques et techniques, par exemple de certains actifs, comme l'or, on le voyait tout à l'heure, là, eh bien, je vais tout simplement prendre connaissance de à quoi sert l'actif, qui est-il, à quoi est-il corrélé, en fonction de quoi bouge-t-il, etc., etc. Mais ça, c'est des connaissances, j'ai envie de dire, un petit peu basiques. Par exemple, de savoir que l'or est une valeur refuge. Quand on a du coup des banques par exemple qui chutent, on va avoir des flux de capitaux qui partent des banques vers les matières premières. Ça, c'est un petit peu des choses, même si vous n'êtes pas forcément dans le trading, que vous pouvez potentiellement savoir. Comment passer un prop firm sur MyForexFund? Eh bien, justement, chez Blockchain Capital, on vous propose de l'accompagnement personnalisé pour vous aider et vous accompagner à la réalisation, jusqu'au succès de vos challenges de prop firm pour que vous puissiez accéder à des comptes financiers. Être en démo, ça suffit ou pas du tout? Alors non, être bon en démo, ça ne suffit pas, mais c'est déjà une première étape, effectivement. Yo, BugGK. Salut, j'étais pas là pour ton analyse sur l'or. Eh ben ne t'inquiète pas et ne vous inquiétez pas les amis, puisque ce live est enregistré et je vous mettrai la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Les conditions, eh bien je t'invite tout simplement à venir dans le serveur Discord. Tu pourras poser tes questions et voir toutes les conditions d'entrée, puisque ce sont des conditions relativement pas compliquées, mais voilà, c'est pas un service qu'on ouvre à tout le monde. Le but c'est vraiment de garder de la qualité et pas de faire de la quantité. Donc voilà, je t'invite à venir voir tout ça dans le Discord. Ça va et toi Mathis? Tu as dit quoi s'il te plaît? Ben justement, je viens de te répondre, ne t'inquiète pas, je vais mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Le but, c'est pas que je fasse une analyse et que je la répète, parce qu'en fait, si à chaque nouvelle personne qui arrive, qui a loupé le début, qui me redemande de réanalyser, et ben en fait, je vais rester indéfiniment en live à répéter les mêmes analyses encore et encore, et c'est absolument pas le but, les amis. Est-il tard pour rentrer sur BTC? Alors, ça dépend si tu parles en long, en short, et je pourrais pas te dire d'Aki. Moi, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, j'ai clôturé mes shorts, je suis toujours dans mes longues, et je vais très prochainement clôturer partiellement en tout cas mes longues avant d'aller chercher les 28 800 et à ce moment là je rentrerai probablement en short, mais encore une fois rien n'est sûr, on verra d'ici là la situation. Le BTC est dans la D, ça sent un gros mouvement baissier. Non, je suis assez d'accord avec toi Mathis, je m'attends en gros à une dernière petite impulsion haussière avant de repartir vers le bas. Alors par contre effectivement Daki, si tu n'es pas encore rentré en longue sur BTC, je considère qu'il est un petit peu tard et un petit peu peut-être dangereux de se positionner maintenant. Donc non, effectivement, c'est pas le bon moment de rentrer en long sur BTC, en tout cas sur du H1, H4, voilà. Tu peux me montrer ton PNL s'il te plaît? Oui, bah alors je vous l'ai partagé hier sur les différents réseaux. Je vous ai montré mon PNL, les performances que j'ai réalisées cette semaine avec les comptes de Blockchain Capital. Donc si vous les regardez, je vais vous les remettre à l'écran. Tac, 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 ne bougez pas. Alors après, des PNL, j'en ai plusieurs, je traite sur plusieurs comptes, donc forcément c'est pas forcément les mêmes. Et puis je suis pas le seul à trader sur les comptes de Blockchain Capital, puisque par exemple la partie copy trading c'est Paul qui la gère. Donc là pour le compte entreprise crypto donc, que je gère pour Blockchain Capital, j'ai réalisé un PNL sur les 7 derniers jours de 61,15%. D'accord. Ce que je ferai, c'est que demain matin je vous montrerai mon PNL sur les 30 derniers jours. J'ai réalisé une performance de plus 100% sur les 30 derniers jours. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. En gros j'ai fait x2 en 30 jours, x2 sur le compte. Voilà, dans le VIP aussi, des très belles performances. Il n'y a pas eu de trade cette semaine sur le Propium. Et sur le copy trading, une petite perte de 2% cette semaine, donc rien d'alarmant. Voilà, encore une fois, des très très bons résultats que je vous ai partagés sur le Discord, hein, que vous pouvez retrouver un petit peu partout sur nos réseaux. Donc voilà, pour répondre à vos questions. Et le track record automatisé et certifié et vérifié arrive très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Combien de trades en moyenne? Alors là, c'est très très variable, ça dépend vraiment des semaines. Ça dépend aussi, encore une fois, des comptes. Moi, par exemple, sur le compte là où j'ai réalisé 61%, je crois que là, sur les 30 derniers jours, il faudrait que je me reconnecte. Mais je crois qu'il y a plus de 100 ordres que j'ai réalisés. Sur le VIP, il y en a énormément. Par contre, tu vois, par exemple, sur le copy trading, il y en a beaucoup moins. Parce que c'est différentes stratégies en fait qu'on adopte en fonction des comptes, en fonction des services, tout simplement. On a aussi une diversification en fait dans notre manière de travailler. Avec 1000, on peut faire 500 par mois. Non. Ou alors tu vas prendre des risques beaucoup trop élevés et ça peut te jouer des tours. J'ai fait un short sur BTC aujourd'hui au top. Ok Titouan. Et ben, en espérant que ça se passe bien, mais moi je le vois encore monter.
GPB USD, t'en penses quoi en H4? J'ai pas du tout regardé le GPB USD. En H4, pour le moment, je pense qu'on va continuer à monter. Peut-être, regarde, en fait, je vais te dire, mais globalement, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a eu une forte baisse. On vient récupérer la liquidité. Je pense qu'on va prendre ici cette FVG, d'accord? Donc là, par exemple, si je devais me positionner sur le GPB USD, en fait, je ferais quelque chose comme ça. Je ferais quelque chose comme ça. Et j'irai chercher en bas. Alors attention là, le SL, où le positionner exactement. Attention, attention. Là, ce que vous pouvez faire, c'est... Alors attendez, je regarde un petit peu avec un Fibo. Ouais. J'ai envie de dire presque le monter là, votre SL, mais ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Hein. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais j'ai envie de te dire c'est peut-être un petit peu plus safe. Donc là, moi, c'est... Je pense pas que je vais prendre la position pour le moment, hein, mais je vais surveiller en fait le comportement du prix dans cette zone. On voit qu'on arrive sur un niveau de Fibo, sur une structure importante et sur un déséquilibre de marché qui va venir être comblé, tout simplement. Donc à surveiller, à surveiller, à surveiller. Et puis par contre, si on voit qu'on n'arrive pas à breakout de ce niveau, ben, il y aura peut-être un retournement immédiatement pour venir chercher la liquidité qu'on a ici. Et peut-être même plus bas, parce que là aussi, sur cet actif, on a pas mal de liquidité. Mais en tout cas, vous voyez que sur le GPB USD, il y a eu des belles prises de position dernièrement. Donc voilà, encore une fois, je précise que ce n'est pas du conseil en investissement. Le nom de ta chaîne YouTube, le lien est dans la bio. À voir durant la soirée ou demain la direction qui prend, car tout moment ça explose en baisse. C'est effectivement Matisse. Donc voilà. Sur ce les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Je vous laisse venir voir la chaîne YouTube puisque je vais vous mettre la rediffusion de ce live juste après dessus. D'accord? Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis je vous retrouve dès demain matin. Juste avant de terminer, je vous montre rapidement le planning des lives chez Blockchain Capital cette semaine puisque vous allez avoir énormément de contenu. Donc nous on se retrouve dès demain matin à 8h30 et puis vous voyez que toute la semaine vous allez avoir plein de choses intéressantes en termes de live, mais pas seulement parce qu'il y a plein de nouveautés, il y a plein de trucs de fou qu'on a à vous annoncer cette semaine et dans les semaines à venir sur les réseaux de Blockchain Capital et notamment dans le Discord. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à le rejoindre, n'hésitez pas à venir voir tout ça parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent prochainement. Donc si vous voulez rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous du coup une très bonne soirée. On se retrouve juste après dans le serveur Discord comme d'habitude et puis au plus tard à partir de demain matin pour la matinale trading. Voilà, ciao tout le monde les amis, passez une bonne soirée. C'était Alex pour Blockchain Capital.